Alors bonjour, capsule 15, cette fois-ci on change un petit peu de sujet et on va parler maintenant des règles de procédure et on va parler principalement en fait du nouveau code de procédure qui a été modifié assez substantiellement, enfin très substantiellement même le 1er janvier 2016 et ce changement dont on parlait en fait du code de procédure depuis des décennies, depuis très longtemps, euh, a été modifié pour intégrer différents éléments. Alors, on a voulu simplifier les manières de faire, les procédures. On voulait s'assurer d'avoir une approche un peu plus collective, favoriser les modes alternatifs. Il y a un autre aspect important dans le code de procédure qui était de favoriser l'usage des technologies. Donc depuis 20 ans, les différents rapports sur l'éducation de la procédure évoquaient déjà cette possibilité d'être plus prompt, d'être plus en phase avec les technologies dont nous disposons. Et d'ailleurs, dans une décision de 2014, un juge de la Cour de Québec le mentionne, mentionne le fait suivant sur lequel l'avancée des moyens technologiques est indiscutable et c'est pourquoi le législateur y fait une grande place dans ses amendements au Code de procédure civile. Donc, cette transition en fait qui s'est opérée le 1er janvier 2016 en fait préalablement avec les premiers projets qui sont arrivés en 2013 et qui sont du droit applicable du droit positif depuis le 1er janvier 2016 se sont faits avec une relative bonne transition. Alors transition notamment quant à l'intégration entre le nouveau code de procédure civile et la loi cadre. Et cette bonne transition s'est faite notamment au niveau des terminologies, où dans la mesure où on a eu le temps d'intégrer la loi cadre, il n'y a pas de disjonction, je dirais, entre le langage, dont on avait vu qu'il était quand même assez nouveau de la loi cadre, et celle du code de procédure. Alors, notamment l'expression technologique est à peu près unanimement consacrée. C'est la même chose sur la notion de support que l'on distingue du document conformément à la capsule sur le document que nous avons vu. Sur la notion d'intégrité, elle apparaît effectivement à plusieurs reprises dans le code de procédure civile, mais à bien des égards, je me demande s'il ne faudrait pas regarder les documents qui sont présentés de manière plus globale, c'est-à-dire au regard du bon vieux concept plus ancien d'authenticité. On pourra l'évoquer un petit peu notamment aux articles 262 sur les règles de contestation. Et peut-être une innovation, c'est la question d'environnement technologique, voire de moyens technologiques, qui ne sont pas vraiment des expressions spécifiquement consacrées dans la loi cadre. Notamment, la notion d'environnement correspond à tout ce qui est extérieur au document lui-même. À certains égards, c'est une expression qu'on aurait pu considérer dans l'article 7 de la loi cadre, quand on parle des procédés et supports extérieurs au document lui-même. Et cette notion d'environnement donc est nouvelle, mais je pense qu'elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Elle est assez facile pour le commun des juristes. Donc c'est une expression nouvelle, mais qui semble avoir été introduite de manière intéressante dans le code. La raison pour laquelle j'ai mis intégrité donc, dans un fond un peu plus sombre, c'est encore une fois, je pense qu'à plusieurs reprises où on parle d'intégrité, voulant calquer la loi cadre, on devrait intégrer peut-être, me semble-t-il, plus la notion d'authenticité, mais ça reste et ça demeure un élément de détail, ça reste, comme je le disais, l'harmonisation entre le code et la loi cadre s'est faite, je pense, avec pas mal de bonheur. Dans une vidéo 15, donc cette capsule 15 qui devrait faire à peu près une demi-heure, je voudrais évoquer deux grands points. En premier lieu, je voudrais voir les changements qui m'apparaissent plus conséquents, et puis d'autres qui m'apparaissent plus ténus, plus petits. Alors commençons par le commencement. Le premier point, et puis j'en aurai 5, vous verrez, changement peut-être un peu plus conséquent. Le premier point que je voulais évoquer, c'est le fait, un petit peu comme on l'a vu
dans la loi cadre, on voulait favoriser l'usage des technologies. Un petit peu dans le code civil, qui on l'a vu aussi à 94, vous voulez avoir des règles de preuve qui soient, enfin qui facilitent la mise en preuve des documents, qu'ils soient numériques ou pas. Et bien le code de procédure va même encore plus loin, avec l'introduction d'un article 26 qui est, je pense, une première, qui est un article que l'on ne voit pas de manière aussi explicite quand on fait un peu droit comparé. C'est que c'est un article où, clairement, on dit qu'il faut privilégier, il faut privilégier l'usage des technologies. Donc, il y a lieu de privilégier l'utilisation de tout moyen technologique approprié qui est disponible. Alors, c'est un article qui ne s'imposait pas, c'est un article qui est, je pense, très intéressant, qui donne la voix. Alors, ceci dit, quand à la lecture même de cet article, on voit que, au-delà du principe qui est clair, qui est neuf, qui est pro-techno, il y a bien sûr des éléments pour s'exonérer, ce qui aura amené d'ailleurs euh, Antoine Guillemin de dire que c'est une disposition un peu soufflée au fromage, parce qu'elle monte, elle monte, elle monte, puis elle redescend ensuite tant les éléments enfin les exceptions sont grandes. Alors la première, évidemment, c'est que il faut que le moyen soit approprié, qui est une notion éminemment large, qui est une approche beaucoup plus contextuelle que fonctionnelle, parce que c'est vraiment le juge qui va apprécier ce niveau d'appropriation, euh, enfin ce caractère approprié plutôt. Donc c'est une notion, c'est une première condition pour que le fait de privilégier les technologies puisse se faire. Il faut s'assurer que le moyen est en relation avec le contexte concerné. Une autre condition, évidemment, c'est qu'il faut que l'outil soit disponible. Alors, il faut qu'il soit disponible pour les différentes parties au litige, mais aussi, et peut-être c'est peut-être le problème le plus grand, il faut qu'il soit aussi disponible pour le tribunal, parce qu'au-delà de la disponibilité, qui est une notion qu'on a déjà vue, cette notion de disponibilité, et que l'on peut voir notamment à l'article 29 de la loi cadre, ben, au-delà de ça, c'est qu'il faut s'assurer que le tribunal est capable de recevoir de tels documents. Donc, encore une fois, je réitère, je vous remontre, qui est disponible tant pour les parties que pour les tribunaux, en tenant compte pour ce dernier de l'environnement technologique qui soutient l'activité des tribunaux. Donc cette disponibilité ne pourra se faire que dès lors que les tribunaux sont outillés pour recevoir de tels documents. Et malheureusement, ce n'est pas le cas dans tous les tribunaux du Québec. Il y a encore, on le verra en matière de dépôt, quelques projets pilotes qui existent, il y a quelques cours qui sont mieux dotés que d'autres, mais ça reste que beaucoup de tribunaux à travers la province ne sont pas encore capables de recevoir de tels documents, et donc les juges vous dire oui, bon, je vous entends bien, vous voulez me montrer un document qui est sur une clé USB, mais non, je vous demanderai une version physique parce que je n'ai pas d'autre moyen que de recevoir le document en question. Alors soit, encore une fois, parce que le tribunal n'a pas la disponibilité, soit tout simplement parce que le ou la juge peut-être n'a pas cette réceptivité à ce type de document, ce document numérique. Donc, cette notion d'environnement technologique, donc relativement à cette expression nouvelle, ben, tout dépend de ce que vont dire les juges, tout dépend des ressources qui seront mises à disposition des juges pour recevoir de tels documents, mais malgré tout, moi plus que Antoine Guillemin, moi je crois que c'est une disposition très importante et qui montre le chemin pour un futur qui, à mon avis, va forcément aller dans une direction vers plus de technologie, donc sous réserve des ressources disponibles pour recevoir ces documents et sous réserve de l'acceptation sociale, si je puis dire, de la part des juges.
Alors, voilà le premier point qui était en lien donc avec cette faveur. Le deuxième point, c'est l'article 66, en ce qui a trait, excusez-moi, l'article 99, en ce qui a trait à la possibilité d'avoir des actes de procédure sur un support technologique. Alors, les petits chiffres que vous avez à droite, et en l'occurrence ici le 66, ça correspond en fait au paragraphe 66 de ma deuxième édition de mon livre, où j'évoque plus dans le détail euh, l'interprétation de cette disposition-là. Alors, à l'article 99, déjà, on est d'abord au premier alinéa des éléments d'ailleurs qui ne sont pas du tout en lien avec la technologie. On parle de la structuration qu'un acte de procédure doit avoir. Mais après, dans le 2 et les 3, on arrive avec des éléments qui sont assez évidents, en fait, où on établit, en fait, que l'acte indique le tribunal saisi, donc ça c'est normal, c'est toujours été le cas, le district judiciaire, pareil, le numéro de dossier, on ne change rien. Et si l'environnement technologique du greffe permet de recevoir sur un support technologique, l'acte doit respecter les formats normalisés établis par le ministre de la Justice. Donc on rajoute une chose en fait, c'est que au-delà de la capacité de réception euh, des tribunaux, donc vraiment la réception technique, si je puis dire, technologique, ben, il faut s'assurer en fait que l'on mette en place des formats normalisés. Donc, quel type de document va-t-on recevoir? Est-ce qu'on va recevoir uniquement des formats PDF? Est-ce qu'on veut une plus grande diversité, de supports? Ben, en tout cas, il va y avoir un travail en amont de la part du ministère de la Justice pour déterminer c'est quoi les formats qui doivent être utilisés. Pour le papier, vous savez, alors déjà, en termes de format, c'est beaucoup plus simple parce que la gestion du support papier est beaucoup plus uniforme. Mais là aussi, il y a, pour toute personne qui a déposé un mémoire, quels que soient les cours, il y a des règles spécifiques aux différents tribunaux sur les marges, sur le format de manière générale. Ben, la même chose, il va falloir être en mesure de normaliser les manières de faire. Enfin, outre l'apparence du document en tant que tel, et on revient un petit peu à la distinction que l'on a eue en preuve entre intégrité et authenticité, ben là encore, il va falloir être en mesure de s'assurer que ce document provient bien d'une personne. Donc il faut identifier son auteur, comme dans la plupart des documents qui sont présentés en preuve et en procédure, mais même plus que ça, cette identification devra se faire via une signature, donc notion que l'on a déjà vue dans une capsule dédiée, capsule qui, là encore, devra être en conformité à la loi cadre, en fait, qui est précisément l'article 39, mais aussi en conformité avec l'article 28-27, auquel d'ailleurs la loi cadre réfère, l'article 28-27 du Code civil du Québec. Donc, sur les actes de procédure, pas grand-chose, mais ça requiert donc une réception technique, une réception organisationnelle. Et ça se fait déjà, il y a quelques projets pilotes qui ont autorisé cette manière de faire. Mais ça se fait déjà, mais pas de manière actuellement généralisée, même si, encore une fois, à mon avis, c'est une question de temps. Un petit élément de détail, mais qu'il faut souligner, l'article 107 du Code de procédure civile, du nouveau Code de procédure civile, c'est que on calque la solution qui a existé dans le monde réel, dans le monde physique, à savoir que les actes sur support technologique ne peuvent être déposés que durant les heures d'ouverture du greffe. Et si on dépose à 9 h le soir, eh bien, ce sera réputé être déposé le lendemain matin à l'ouverture, c'est-à-dire vers, je ne sais pas quelle heure d'ailleurs, mais le matin. Donc, on calque le physique et en fait on limite même la capacité du technologique qui aurait autorisé un dépôt plus prompt, plus tôt, mais on veut s'assurer que la règle soit la même pour le support physique que pour le support numérique, ce qui se conçoit très bien. Pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Quatrième point, maintenant, plus généralement, puis je ne vais pas rentrer en détail, vous pourrez aller lire les différents articles 301, 310, 405,
449, 499, qui chacun réfère à cette notion de document technologique, mais 301, un élément de détail, mais qui dit simplement qu'il est possible que les jugements, sous réserve du consentement, soient transmis de manière technologique aux parties, et vous savez, les parties préfèrent bien plus cet élément-là, et elles vont forcément consentir. Pourquoi? Parce que c'est évidemment beaucoup plus rapide, et que généralement on a hâte de recevoir le jugement qui nous concerne. Également, puis ça c'est intéressant, bon, c'est pas un élément majeur, mais ou fondamental, mais on autorise maintenant, comme avant, on demande le dépôt, notamment dans les livres d'autorité, des extraits pertinents de la preuve jointe au dossier. Mais dans la mesure en fait où le technologique, les supports technologiques sont assez faibles en termes de coûts, on dit écoutez, vous pouvez donner-nous des extraits pertinents, mais adressez-nous, dans la mesure du possible, l'ensemble des dépositions et de la preuve sur un support technologique. Donc si vous avez une liste d'autorités, outre les extraits qui devaient déjà être identifiés, vous pouvez nous donner l'intégralité sur support numérique quand vous en avez, quand ces dépositions sont à votre disposition. Donc c'est intéressant parce que là, dans ce cas-ci, on intègre la spécificité numérique qui autorise à moindre coût, plutôt que les impressions papier qui peuvent coûter plus d'argent, on autorise à moindre coût le dépôt des preuves dans leur entièreté. Cinquième point que je voulais rajouter, et cinquième dernier point dans ces changements qui ont été intégrés dans le code de procédure, c'est sur la possibilité de faire désormais des témoignages judiciaires à distance via une visioconférence. Alors c'était déjà le cas avant 1996, il y avait déjà eu des possibilités de le faire, comme des témoignages extrajudiciaires qu'on a déjà vus. Puis on pense notamment aux articles pour les témoignages extrajudiciaires, aux articles 28-74 notamment du Code civil. Je pense notamment à une décision Delanchant contre Delanchant, où c'était trop compliqué de faire venir un témoin devant le tribunal. Donc il y a plein d'hypothèses comme celle-ci. Pour les témoins judiciaires, on a voulu encadrer un petit peu, et cet encadrement donc constitue une balance entre la légalité d'une telle manière de faire, la validité d'une telle manière de faire, et l'efficacité que peut autoriser en certains cas ce support numérique. Donc l'article 279 alinéa 4 donc prévoit que lorsqu'il y a lieu d'interroger un témoin à distance, donc c'est intéressant parce qu'on reste avec l'idée très classique sur laquelle le mode habituel c'est le témoignage judiciaire devant le juge, en présentiel, comme on dit en 2020. Donc, lorsqu'il y a lieu d'interroger un témoin à distance, le moyen technologique utilisé doit permettre en direct, donc il faut une concomitance, de l'identifier, de l'entendre, de le voir. Cependant, le tribunal peut, après avoir pris l'avis des parties, décider d'entendre le témoin sans qu'il soit vu. Donc on peut même aller encore plus loin. Mais même dans le cas d'une visioconférence, il faut être en mesure de l'identifier, de l'entendre, de le voir et, encore une fois, de respecter cette notion de concomitance. Donc, le texte dans le Code de procédure civile est très général et forcément, il va référer aux manières de faire qui existent dans les règlements propres à chacun des tribunaux. Alors, je vous donne en premier lieu, à titre d'exemple, ce qui se passe à la Cour supérieure du Québec, qui, donc dans le règlement 0.21, donc relié au Code de procédure civile, illustre un tout petit peu plus, précise un tout petit peu plus les manières dont les vidéoconférences doivent se faire. Donc, évidemment, ça requiert en premier lieu l'autorisation du tribunal.
si, eu égard au principe directeur du Code de procédure civile, et notamment donc, euh, les, en fait, les grands principes généraux qui existent dans le Code, la façon proposée d'y procéder lui paraît fiable et appropriée aux circonstances de l'affaire en tenant compte des moyens technologiques disponibles. Alors, il y a toujours cette solution d'évitement qui est de dire ah ben on le fait pas parce que moi comme tribunal je ne suis pas doté pour faire par un biais, par un moyen technologique, et on ajoute simplement je dirais des critères très contextuels, très généraux de fiabilité et du caractère approprié aux circonstances de l'affaire. Donc plus que les règlements, en fait, c'est souvent la jurisprudence qui va préciser, comment on se fait. Et puis je vais vous parler notamment de l'affaire Gatti, ancienne, mais dont je pense que les critères qui ont été déterminés demeurent très suivis, très pertinents et très suivis par les tribunaux. Donc quand on lit cet article 46, on voit d'une part qu'il y a un calcul de proportionnalité qui doit être fait par le juge. Est-ce que ça en vaut la peine? Il faut s'assurer qu'il y a une absence de préjudice pour les parties. Ce qui évidemment se conçoit bien dans le cadre d'une procédure. Mais peut-être le critère qui donne lieu à l'interprétation la plus grande, c'est la notion de crédibilité. De crédibilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable à distance? Est-ce que le juge est capable à distance d'évaluer la crédibilité du témoin? Donc tout va dépendre de l'intelligibilité de la communication, tout va dépendre aussi du type de témoignage. Vous avez des témoignages qui requièrent, je dirais, un niveau de sophistication et de ressenti qui va être beaucoup plus grand que dans d'autres. Et c'est un peu ce qui apparaît donc dans le jugement de la Cour supérieure, rédigé par la juge Claudine Roy, si je me souviens bien. Une décision très intéressante dans un litige un peu médiatisé à l'époque entre l'ancien boxeur Arturo Gatti, décédé dans des circonstances un peu troubles au Brésil, et dans le cadre d'un recours par rapport à sa succession avec son épouse. Et dans ce cas-ci, il y avait un enjeu de proportionnalité parce qu'on considérait que si ce conflit qui semblait être présent entre la famille du boxeur et l'épouse, la veuve, le juge dit écoutez, si vous continuez à vous opposer comme ça devant la cour, vous allez en fait, en bon québécois, flober, vous allez perdre, dépenser les argents de la succession, enfin les ressources de la succession. Donc, tout va dépendre de la crédibilité. En l'occurrence, il s'agissait d'entendre un témoin situé à New York. Et dans ce cas-ci, la juge Roy va dire, écoutez, dans la mesure où le témoin est très important, dans la mesure où il est à New York, qui n'est pas si loin, dans la mesure où j'ai vraiment besoin d'évaluer la crédibilité du témoin, je vais dire que dans ce cas-ci, malgré mon calcul de proportionnalité, en fait, que je préférerais, et je veux l'entendre en personne, non pas par le biais d'une visio. Donc, ces critères donc, ont donné lieu à cette jurisprudence, mais d'autres aussi, mais souvent les jurisprudences postérieures ont cité cet arrêt Gatti-Rodriguez. Et souvent, donc, les critères déterminés par la juge Roy vont être repris par la jurisprudence. Alors ça, c'était pour la Cour supérieure. Pour la Cour du Québec, on a également une disposition qui va s'appliquer, qui n'est d'ailleurs pas très différente, de celle, enfin le verbatim est différent, mais les principes sont globalement les mêmes. On parle de proportionnalité de manière encore plus explicite, on parle de la fiabilité, on parle de la qualité de l'équipement utilisé,
on parle de la disponibilité de cet équipement également, et on parle aussi de la capacité pour le tribunal de, de, il faut tenir compte de la capacité du tribunal à disposer de l'environnement technologique nécessaire. Donc là-dessus, là encore, pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'il y a concomitance, je dirais, entre les deux règlements relatifs aux deux tribunaux. Alors, au-delà de ces dispositions, je pense qu'il faut comprendre en fait que cette question de la visioconférence est beaucoup affaire de contexte, beaucoup affaire de culture. Quand je parle de culture, c'est-à-dire simplement les appétits, le ressenti possible des juges, ou le fait que les juges soient à l'aise ou pas avec cette technologie, ce sont clairement des éléments qui vont être importants. Relativement au contexte, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 6 mois maintenant, dans cette période, la période de Covid, forcément, ces témoignages judiciaires se sont multipliés, et avec un test de proportionnalité qui était complètement différent. Parce qu'une autre donnée est rentrée en ligne de compte. Donc c'est un petit peu tout ça que j'établissais sous les termes très génériques de tout dépend du contexte culturel. Mais évidemment, il y a des pertes et il y a des gains conformément à cette formule que j'ai déjà employée, je pense, dans le premier cours, formule de Michel Serres qui explique que le passage d'un support vers un autre, et notamment d'un support physique vers le support numérique, engage, oui, des pertes, mais également des gains. Et il faut simplement migrer dès lors qu'on considère que les gains sont supérieurs aux pertes. Alors parmi les pertes, il y a eu plusieurs études, alors certes qui commencent à être un petit peu anciennes, une dizaine d'années, mais notamment en droit de migration, qui montrent en fait que depuis, notamment que les États-Unis, c'est un texte de mes Federman, aux États-Unis, depuis que en matière de migration, les audiences se font à distance, on a remarqué, alors sans être forcément capable de faire un lien entre les deux, mais qu'il y a eu une hausse sensible en fait des refus. Donc cette distance inhérente à l'interrogatoire fait en sorte qu'il y a des ressentis qui ne passent pas, et peut-être que ce ressenti va avoir finalement un impact sur la prise de décision prise par le juge. Également, aussi très souvent, ce passage vers la visioconférence considère pour certains qu'il y a des droits fondamentaux qui sont ainsi bafoués. Alors, on parle généralement du due process qui concerne l'encadrement en matière de justice, donc pour des fins de protection de l'accusé notamment, et notamment principalement dans le domaine du droit criminel. On évoque dans certaines juridictions le droit à la confrontation devant un juge. Enfin, on considère que cette confrontation est un droit inhérent en fait à la défense. Et également, on considère que quand on est à distance, souvent en fait la distance est aussi propre, alors pas toujours, mais parfois entre l'accusé et son avocat, donc cette capacité de conseil que l'avocat peut lui faire en temps réel est souvent plus difficile à organiser lorsqu'on est dans une hypothèse de visioconférence. Évidemment, il y a tous les aspects en termes de communication pure, de ressenti, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Puis il y a aussi une expression anglaise propre à la common law qui est le demeanor evidence, c'est-à-dire tout le contexte général, plus formel, qui risque d'être dénaturé et amoindri dans le cadre, encore une fois, d'un témoignage judiciaire à distance par visio. Donc les pertes, puis je les développe bien davantage dans mon livre, en référençant à pas mal de lectures sur ces points-là. Évidemment, les coûts sont surtout associés les gains sont surtout associés à des coûts moindres, parce qu'évidemment, surtout dans le droit criminel, déplacer un inculpé d'un point A à un point B occasionne évidemment les coûts que vous imaginez, qui sont faciles à identifier, mais dans ce cas-ci, ça peut être beaucoup plus simple. Et puis avoir dans la prison même, par exemple, si la personne est détenue, une salle dédiée à cet effet, donc les coûts sont assez évidents, enfin les gains en termes de coûts. Par contre, en termes de gains aussi,
Ça peut être intéressant que ce soit en droit de la famille ou que ce soit dans des hypothèses de viol par exemple, où la victime veut surtout pas revoir la personne concernée. Donc le fait de le revoir mais à distance peut avoir un aspect sécurisant qui peut être intéressant, donc, notamment en termes de soit du droit de la victime, soit euh, des, des assurances que l'on veut faire sur les personnes vulnérables, comme par exemple des enfants. Donc voilà sur le témoignage judiciaire. Oui, le dernier point que je voulais dire en termes de potentialité du jour, c'est que je pense aussi que tout va dépendre, on l'a vu un petit peu avec le jugement euh, de la juge Roy, que tout dépendait du contexte, de la crédibilité associée au témoignage, mais je pense aussi que tout dépend, dans cette même ligne, du type de témoignage judiciaire. Des fois, on peut avoir des témoignages judiciaires où c'est simplement des témoignages sous serment qui ne requièrent pas une interrelation avec le juge, c'est simplement une déclaration qui est faite, donc on a parfois des communications unidirectionnelles qui, dans ce cas-ci, pourraient encore plus que les témoignages judiciaires traditionnels impliquaient une visioconférence. Donc, tout dépend encore une fois du contexte et de manière générale, le critère qui est fondamental, c'est quand on est en mesure d'humaniser la communication qui existe entre les parties. Alors humaniser, ça peut être tout simplement en montrant, alors plutôt que voir uniquement le contexte qui correspond à la caméra, situer un petit peu l'ensemble du contexte dans lequel le témoin témoigne. Et donc cette question d'humanisation, qui est autorisée aussi de plus en plus par les technologies qui sont plus efficaces, sont évidemment des critères qui vont permettre un usage plus généralisé de telle technologie. L'autre point dont je voudrais parler sur les changements majeurs, importants, me semble-t-il, même s'il reste encore en bien des cas à venir, c'est la question, alors on a un petit peu vu tout à l'heure avec l'article 99, mais là je vais revoir avec l'article 106, sur la capacité dont disposeraient les avocats de déposer, plus les parties qui sont présentes seules, mais de déposer elles-mêmes des documents en format natif, c'est-à-dire directement en format numérique. Rappelez-vous, quand on est capable de mettre un format natif, ça peut avoir des incidences en termes de preuve des documents, de preuve d'intégrité des documents, parce que c'est plus facile de vérifier cette intégrité quand on a les documents natifs. Alors, cette manière de faire est déjà possible. Il y a plusieurs projets canadiens qui existent, paragraphe 69 de mon livre, vous pourrez en lire. Au Québec aussi, il y a plusieurs projets, alors projets qui sont surtout des projets pilotes, mais aussi certaines cours qui autorisent de plus en plus souvent, notamment en petite créance. C'est un projet qui se fait de plus en plus. Même si le Québec n'est pas forcément un leader en la matière, on parle souvent de la Colombie-Britannique comme étant un des précurseurs au Canada sur ces manières de faire, mais assurément, cette manière de faire en termes de gestion, en termes de coûts, en termes même de qualité d'information, me semble être une voie qui devra forcément se développer. C'est la solution qui devra être généralisée, me semble-t-il, et qui va se réaliser, me semble-t-il, dans un avenir assez proche. Donc la disposition la plus importante en matière de dépôt, en tout cas en ce qui concerne le Québec, dans le Code de procédure civile, c'est l'article 66 qui prévoit que le secrétariat des tribunaux et la gestion de l'information et des documents nécessaires à leur fonctionnement, de même que la garde des registres, des dossiers, des ordonnances et des jugements sont assurés par les greffes. Donc ça c'est normal, on avait l'équivalent dans l'ancien code. Ils le font en conformité avec le code, les règlements des tribunaux évidemment, les directives des juges en chef, ainsi que celles du sous-ministre de la Justice, en tenant compte de l'environnement technologique qui soutient l'activité des tribunaux. Donc là encore, comme dans 26 tout à l'heure, on tient compte de l'environnement technologique des tribunaux, qui n'est pas le même d'un tribunal à un autre,
et puis d'une juridiction à une autre non plus, à un district non plus. Donc, au regard de cette disposition très générique, ben, il faut aller auprès des différentes cours pour évaluer comment le dépôt se fait. Alors, je vous propose un survol des règlements qui s'appliquent en matière de la Cour d'appel, la Cour supérieure, Cour du Québec et Tribunal administratif du Québec. Alors, pour la Cour supérieure, nous avons lu le règlement et au moyen de connaissance, il y a, alors, sauf en cette période Covid, mais il n'y a pas de disposition particulière. Pas de disposition particulière, donc c'est les trois autres que nous allons voir. Et sur la période Covid, une présentation dédiée sera faite là-dessus par Maître Sassi. Alors, pour la Cour d'appel, c'est les articles 11 et 12 qui sont pertinents. Ce qui est intéressant, c'est que on prévoit en fait que oui, les versions technologiques peuvent être déposées, et dans ce cas-ci, ben, c'est important que, généralement c'est le PDF qui sera présenté, permette la recherche par mots-clés. Vous savez qu'il est possible de barrer un PDF pour qu'une recherche, par exemple par mots-clés, ne puisse se faire. Que des copier-coller ne puissent pas se faire. Donc là, au contraire, on veut autoriser ça, favoriser ça. En fait, c'est plus facile pour le juge. Donc que lui-même puisse faire une recherche par mots-clés. Également, si possible, dans le document, on peut intégrer des hyperliens, on peut intégrer un plan. Donc vous cliquez sur une ligne du plan et vous arrivez directement au document. Donc on invite à favoriser ce type de facilitant pour le juge de tomber directement sur l'information en question. Évidemment, ces fonctionnalités vont disparaître quand, plus souvent qu'autrement, en fait, les juges vont imprimer les documents pour leur faciliter à eux. Évidemment, on est dans un transfert et on perd certaines fonctionnalités dans ces cas-là. Je ne parlerai pas de la Cour supérieure, comme je disais tout à l'heure. Par contre, la Cour du Québec, elle va encore plus loin dans l'article 19 du règlement qui la concerne, où on dit que le document technologique qui va être déposé doit conserver les fonctions essentielles, alors de manière excessivement précise, où on prévoit justement cette capacité de recherche par des hyperliens, cette capacité de recherche par des mots-clés. Donc la partie qui dépose ou produit un document technologique doit révéler en sus des fonctions essentielles toutes les autres fonctions qu'elle connaît du document, de même que toute autre fonction susceptible d'affecter l'environnement technologique qui soutient l'activité des tribunaux. Donc là encore, on veut s'assurer que le document ne soit pas barré pour ne pas permettre les recherches par mots-clés ou les hypertextes, etc. Le TAC, enfin, prévoit la possibilité donc que l'on dépose des requêtes introductives d'instances par le biais, c'est le 6 alinéa 4, d'un courrier électronique. Alors, en revanche, à l'article 8, et ça limite un petit peu, encore une fois, les fonctionnalités, on dit que le secrétariat du tribunal la matérialise sur support papier. Et donc, c'est sûr que là, dans cette démarche-là, ben, on a une solution qui est plus tout à fait, pas pleinement satisfaisante en termes de gestion, mais bon, après on peut comprendre que le juge a peut-être plus de facilité à lire sur du papier que sur un écran. Alors, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les changements importants qui ont été faits. Il y a des changements plus mineurs, me semble-t-il, qui concernent en premier lieu les règles de contestation des documents technologiques. Et notamment, ça concerne l'article 262 du Code de procédure qu'on a déjà évoqué, qui est un article, me semble-t-il, dont l'existence même est assez confuse, qui est une sorte de copier-coller de l'ancien article 89 de l'ancien Code de procédure civile, qui lui-même, à mon avis, avait les modalités de sa création étaient assez nébuleuses. Alors si je peux me permettre de faire un rappel qui est détaillé avec pas mal de précision, je pense que j'ai plus d'une vingtaine de pages sur ces éléments de contestation, c'est qu'il faut savoir que depuis les années 60,
depuis la réforme de mémoire de 1965 ou 68 au Québec, pour faciliter la preuve, on a autorisé en fait le dépôt, en fait on a voulu associer des présomptions à certains documents sur lesquels on pouvait se fier. Ces documents, c'était les actes sous seing privé et les actes semi-authentiques. Pourquoi? Parce que c'est des documents qui sont généralement assez fiables. Donc, pour favoriser la mise en preuve, plutôt que demander à chaque partie de faire la preuve, et la meilleure preuve, vu que ce sont des écrits, la meilleure preuve de ces documents-là, on disait, bah, écoutez, s'il n'y a pas de contestation de ces documents-là dans un délai fixé par le Code de procédure civile, et ben, ces documents sont considérés comme étant avérés, comme étant approuvés, que leur intégrité, que leur authenticité est avérée. Et ça se justifiait assez bien dans la mesure où ce sont des documents sur lesquels on pouvait se fier, parce que acte semi-authentique vient quand même d'un officier public, même si c'est un pays, c'est quand même un officier public, et puis parce que l'acte sous seing privé est associé à une signature. Donc ça se concevait bien, et en 92, dans le cadre d'une réforme du Code de procédure civile, on a rajouté l'hypothèse en fait, de cette présomption des inscriptions informatisées, conformément à l'expression qui est consacrée en 94 par le Code civil de 94, mais qui a été modifié en 2001. Donc, pour les inscriptions informatisées, pour reprendre ce terme-là, qui avaient été faites dans le cours des activités d'une entreprise. Donc, par exemple, des relevés bancaires, parce qu'ils ont été faits par l'entreprise et gérés de manière systématique et sans lacune, on peut s'y fier, et donc il peut y avoir une telle présomption qui est associée à un tel document. En 2001, pardon, la loi arrive et vient modifier les articles sur les inscriptions informatisées et en même temps va étendre cette présomption, donc qui avant existait pour les actes semi-authentiques, les actes sous seing privé et les inscriptions informatisées faites dans le cours des activités d'entreprise, va étendre cette présomption à tous les documents technologiques, quelle que soit la modalité de formation, pas simplement ceux faits dans le cours des activités d'entreprise. Cette présomption est complètement aberrante dans la mesure où, comme je vous l'ai déjà dit, les documents technologiques sont plus fragiles en termes d'intégrité que ne le sont les documents physiques. Donc, il est aberrant d'attribuer une telle présomption aux documents technologiques d'une manière générale. Et donc, 89.4, selon moi, constituait une difficulté. Et malheureusement, cette difficulté a été reproduite à 262, ou même pire que ça. Désormais, cette capacité, cette présomption associée au document est valide pour l'ensemble des pièces et documents. Donc, maintenant, vous présentez en preuve document, vous n'avez pas à prouver les documents en tant que tels, sous réserve de l'autre partie de ne pas réagir, et bien il peut y avoir, je dirais, une validation d'office, une reconnaissance d'office de ces documents-là. Alors, là, le moyen de ne pas être pris avec ces dispositions, ben, c'est de faire une déclaration sous serment où on explique que le document qui a été déposé par autrui n'est pas bon et requiert, et il y a un doute quant à son intégrité. Donc 262, à mon avis, je crois qu'il pose problème, et il y a tout un débat en fait à sa lecture, 262, qui semble concerner l'ensemble des documents, l'ensemble des pièces et documents. Pour Léo Ducharme, dans un texte dans la Revue du Barreau en 2016, lui prétend que en fait les situations de 262 ne vont s'appliquer uniquement qu'aux hypothèses de 89.4, mais encore une fois 89.4 qui concernait les documents technologiques, ce qui selon moi est une aberration. Donc beaucoup de problèmes reliés par 262. La chose qui, elle, pose peut-être un petit peu moins de problème, c'est que, comme le disent ces deux auteurs, c'est que pour contester un tel document,
pour contester l'intégrité d'un document, en fait, vous devez faire une déclaration qui avant était, l'expression consacrée, c'est que vous devez faire une déclaration, ce qu'on appelle un affidavit avant, détaillé. Là, on dit simplement que c'est une déclaration de serment. On a laissé tomber le qualificatif de détaillé, ce qui comme les dit ces auteurs, fait en sorte que le législateur sans doute a voulu souhaiter un certain assouplissement quant à l'exigence de cette déclaration. Donc c'est compliqué ces questions de contestation. L'arrêt Tabet évoque un petit peu ce principe-là, dont j'ai déjà cité. L'arrêt aussi Benici Concluda parle un petit peu aussi de ces modalités de contestation à 262, mais sans forcément se commettre sur les petits points que j'ai précisés juste avant. Maintenant, le dernier point sur les changements plus mineurs, me semble-t-il, que le code de procédure a introduit, c'est d'une part la question de notification par un moyen technologique où on a un article 110 de principe qui dit qu'une notification peut se faire par tout mode approprié, donc qui semble ouvrir la voie à une généralisation des notifications par des moyens technologiques. Malgré tout, il y a des exceptions, et les exceptions sont principalement au nombre de deux, c'est-à-dire toutes les actions importantes, donc notamment les procédures, les requêtes improductives doivent continuer d'être faites par un huissier. Et également pour les personnes que l'on juge plus vulnérables. Donc là encore, dans ces cas-ci, par exemple une personne qui se représente seule, les communications vont se faire toujours par le mode traditionnel. Dans les exceptions, évidemment, ce qui laisse quand même de la place, donc au-delà de ces deux hypothèses-là, pour faire des notifications numériques. Évidemment, il faut s'assurer que l'adresse du destinataire est usuelle, qu'elle est acceptée par cette personne-là. Il faut que l'adresse soit publique. Par exemple, pour un avocat, l'adresse publique, c'est l'adresse que l'on trouve sur le site du barreau, parce que vous savez en fait que depuis 2011, en fait, les avocats sont obligés d'avoir des courriers électroniques. Évidemment, il faut que l'adresse en question soit active. Outre ces conditions, outre ces exceptions, il faut savoir quand même qu'il est toujours possible aussi de demander à un tribunal d'autoriser un tel mode de fonctionnement. Évidemment aussi, quand c'est consenti, il n'y a pas de problème, on peut utiliser les technologies. Et également, les communications entre professionnels, donc entre deux avocats par exemple, peuvent se faire désormais par ce biais-là. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur les règles de procédure numérique. Où on voit quand même que, par la nature des choses, le Code de procédure civile a intégré cette nouvelle réalité du XXIe siècle.